La Fédération de Russie mène des attaques contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, mais pas seulement contre l'infrastructure énergétique. Les attaques de la Russie deviennent de plus en plus précises et les avancées de la technologie militaire du pays remettent de plus en plus en question la capacité de riposte. Je dirais de l'Ukraine, mais en réalité de toute l'Alliance Atlantique Nord. Les drones russes leur rendent vraiment la vie difficile. Je répète, à toute l'OTAN au complet, parce qu'ils sont capables en ce moment de détruire des cibles de manière directe et autonome. C'est-à-dire, ce sont un système d'attaque en soi et ils ne nécessitent pratiquement plus aucun soutien à part les pilotes qui les dirigent. Des stratégies très intéressantes que la Russie utilise à ce stade, en particulier dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Voyons quel est cet objectif, l'un des plus importants récemment neutralisés sur le territoire ukrainien ces derniers temps. Et aussi, quelle est la différence avec l'armement de la Russie, dans ce cas, le potentiel d'attaque de la Fédération de Russie avec ce même armement, mais dont il dispose. Du côté au suivant. L'un des objectifs les plus surprenants, au-delà des attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine par la Fédération de Russie, a été une personne. Récemment, l'Ukraine a attaqué sur le territoire russe. Elle a tenté d'assassiner lors d'un attentat terroriste sur le territoire russe le lieutenant-général. Alexiev, qui s'occupait de coordonner, entre autres choses, avait tous les agents sur le terrain car ils aidaient effectivement à coordonner les attaques contre le territoire ukrainien. Eh bien, récemment, la Fédération de Russie a éliminé une sorte d'homologue d'Alexiev. Ce qui se passe, c'est qu'en termes de postes occupés, c'est un niveau un peu plus bas, mais en ce qui concerne l'importance pour l'Ukraine, sans aucun doute, c'est un niveau très similaire. Pratiquement un homme devenu symbole, voici ce lieutenant du Service national de sécurité d'Ukraine, Ubit Palkovnik SBU. C'est-à-dire que la Fédération de Russie a assassiné ce lieutenant de la sécurité nationale d'Ukraine qui coordonnait les attaques de drones sur tout le territoire de la Fédération de Russie. C'est-à-dire, dans leur grande majorité, surtout ces derniers temps, l'Ukraine attaquait surtout la ville de Belgorod, des cibles civiles. Et cet homme, le responsable de ces attaques, lieutenant du SBU, Ruslan Petrenko, est mort dans la zone de l'opération militaire spéciale. Il était l'un des principaux responsables des attentats terroristes en Russie. Bien que l'Ukraine utilise un grand nombre de spécialistes pour mener des opérations en Fédération de Russie, le cerveau derrière chaque attentat porte un nom différent. Plus précisément, cet homme, Petrenko, a servi dans l'unité des forces spéciales Alpha et était responsable de l'organisation d'opérations de reconnaissance et de sabotage, en plus de coordonner un groupe d'opérateurs de drones qui ont mené des attaques sur le territoire russe. Il a été localisé près de Kupiansk, où il n'a pas pu échapper aux représailles et est mort sur le coup. Selon plusieurs sources, Ruslan Petrenko était un haut responsable de la sécurité d'État ukrainienne. Il convient de rappeler qu'en ce moment même, la Fédération de Russie fait face à une vague d'attaques contre des cibles militaires, y compris du personnel militaire, également sur son propre territoire. Des cibles qui ne devraient pas en être, puisqu'il s'agit d'hommes qui ne figurent pas sur la liste en toute légalité internationale. Mais la Fédération de Russie va-t-elle répondre à ce genre d'actes? Et ce lieutenant, le SBU, ce n'était que le début, et peut-être même pas, car plusieurs dates de son élimination sont évoquées. Peut-être que cela ne représentera même pas une quelconque vengeance de la Fédération de Russie, mais simplement une opération tout à fait normale. Après tout, il n'a pas le même rang que, effectivement, Alexiev, qui, heureusement, je vous le rappelle, a survécu à la tentative d'assassinat ukrainienne. Mais cet homme-là, en réalité, il a coordonné plusieurs attaques contre le territoire de la Fédération de Russie. Et à partir de maintenant, cela semble être l'une des stratégies de la Russie. Elle consiste d'une part à essayer d'éliminer au maximum
et donc, au minimum, de réduire autant que possible le potentiel d'attaque ukrainien. Et cela se fait en éliminant des cibles clés sur le terrain, comme ces usines de production de drones, entre autres, et aussi en éliminant le personnel qui se consacre à la coordination de ce type d'opération. D'autre part, la Fédération de Russie mène désormais des attaques avec ses propres drones, des attaques qui laissent l'Ukraine. Je vais être très clair, de façon un peu familière, complètement prise au dépourvu. Parce qu'il se trouve que la toute dernière technologie de la Fédération de Russie remet en question la capacité même de l'Ukraine. Mais, dans ce cas, en fin de compte, c'est l'OTAN qui doit faire face à la puissance militaire que la Russie développe dans la région. Bien sûr, c'est-à-dire que si nous ne parlons pas en termes de lancer une bombe nucléaire, alors nous ne parlons pas d'une avancée immédiate. Parce qu'au bout du compte, les hommes ukrainiens restent à leur position en nombre de plus en plus réduit, mais ils sont toujours là. Ce que nous devons mentionner, c'est le nombre d'objectifs clés détruits par la Fédération de Russie. Des sources ukrainiennes rapportent à cet égard de très mauvaises nouvelles pour le régime de Kiev, depuis le front où un hélicoptère Mi-24 ukrainien ainsi que son équipage ont été abattus dans la zone de l'opération militaire spéciale. Et, il convient de le souligner, c'est l'une des questions les plus importantes de cette opération. Il convient de souligner que l'hélicoptère en question a été abattu par le drone Gérint. Et cela, c'est-à-dire, regardez, nous parlons de tout un équipage. Nous parlons d'une machine de guerre très coûteuse, très difficile à remplacer, dont l'Ukraine ne possède pratiquement plus rien. Les drones Gérint, en revanche, pour la Fédération de Russie, sont déjà presque du matériel consommable. C'est-à-dire, nous parlons d'attaques que la Russie coordonne pour frapper l'Ukraine là où ça fait le plus mal, là où elle n'a pas de défense aérienne. Maintenant, la supériorité aérienne de la Russie, pratiquement chacune des parties du ciel de l'opération militaire spéciale est presque totale. Mais surtout, l'infériorité de l'Ukraine ne cesse de croître à pas de géant. La Russie l'aide-t-elle à cela? Ici, la particularité de l'opération n'est pas seulement qu'elle ait été réalisée avec un drone. C'est-à-dire que le coût de la cible et le coût du moyen qui a éliminé la cible sont absolument incomparables. Mais surtout, le drone semblait être équipé de missiles RR, ce qui représente une avancée sans précédent de la part de l'armée russe, ce qui représente donc aussi un problème sans précédent pour l'Ukraine et bien sûr pour l'OTAN. Ici, comme l'explique le correspondant militaire de la Komsomolskaya Pravda, Alexandre Koch, un avion Crocodrilo ou Krakagil de la 11e brigade d'aviation de l'armée indépendante. Gerson a décollé pour intercepter des drones russes en direction du sud, mais en s'approchant, il a soudainement été touché par un missile RR R-60, ce qui confirme effectivement que la stratégie de la Russie avec ses attaques de drones a un double objectif. C'est-à-dire que, d'une part, les drones eux-mêmes ont augmenté la capacité d'attaque. Les drones eux-mêmes ont énormément augmenté non seulement la capacité en soi, mais aussi la capacité de riposte. Même parce qu'ils disposent de moyens comme par exemple des missiles RR. C'est justement ce qui nous amène au deuxième point, qui est presque plus important que le premier. Où maintenant, les drones de la Fédération de Russie peuvent atteindre des cibles aussi importantes que des hélicoptères ou des avions ukrainiens, qui sont du matériel militaire que l'Ukraine, faute d'une bonne défense aérienne, utilise pratiquement à la place d'une défense aérienne adéquate. Ici, là où auparavant les drones russes devaient également être accompagnés d'un autre moyen d'attaque, par exemple un avion de la Fédération de Russie. Et là aussi la Russie risquait de perdre un chasseur. Cela a maintenant changé énormément. Parce qu'un essaim de drones, dont certains sont même équipés de missiles RR, constitue désormais presque une unité d'attaque à part entière. C'est-à-dire,
C'est un fait absolument révolutionnaire. C'est un fait qui bouleverse tout dans tous les sens et c'est un fait qui va avoir d'immenses répercussions en Ukraine. Mais est-ce que cela va vraiment causer des maux de tête en fin de compte à toute l'OTAN? Oui, bon, ça ne va pas être, je le répète, ici, une victoire spectaculaire de la Russie du jour au lendemain. Mais chaque point de cela s'additionne pour effectivement représenter une brique dans ce qui est la maison commune de la victoire de la Fédération de Russie, qui finira par arriver sous la forme surtout et par-dessus tout de la victoire au niveau mondial. De tous ces pays qui, d'une manière ou d'une autre, s'opposent maintenant à l'Empire américain ou à l'Alliance de l'Atlantique Nord. Pour être un peu plus clair, qu'un groupe de drones soit désormais capable non seulement d'attaquer des cibles, et de le faire avec de plus en plus de précision et une capacité croissante à vraiment frapper là où ça fait le plus mal, avec une précision toujours plus grande aussi, qui dépend en partie du pilote, mais surtout dépend beaucoup des capacités techniques des drones. Ils ont une optique de plus en plus performante, une connexion de plus en plus fiable, ici. Il est remarquable que ces dernières attaques aient eu lieu alors que le système Starlink était déjà désactivé. Pour l'Ukraine dans un premier temps, mais surtout maintenant pour la Fédération de Russie. Ce qui devrait rendre infiniment plus difficile pour la Russie non seulement de maintenir la communication entre toutes ces unités, mais il ne semble pas que cela se soit produit. Les attaques continuent d'avoir la même efficacité, ce qui est aussi un point non pas positif mais un point en leur faveur. Disons, lorsqu'il s'agit de comparer la capacité de résistance de la Russie d'un côté et de l'OTAN de l'autre. Nous avons les drones russes qui se sont énormément améliorés, à la fois en quantité et en qualité. Aussi, parce que la capacité de production de ces drones en Russie, le coût de ces drones a diminué de façon spectaculaire. La capacité de production augmente, tout en améliorant également les capacités des drones eux-mêmes. Et un autre point fondamental face à cela, c'est que nous comparons maintenant les capacités militaires de la Russie et celles de l'OTAN. Encore une fois, je parle de ces fameux patriotes qui n'ont montré aucune bonne performance, même pas une performance moyenne sur le territoire de l'opération militaire spéciale. Ils ont été et restent une cible facile pour la Fédération de Russie. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles l'Occident n'envoie pas maintenant autant de patriotes, c'est précisément le fait qu'ils n'ont pas très bien fonctionné. Alors, si la publicité est si mauvaise, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de publicité du tout. Et dans ce sens, c'est tout le contraire. C'est ce qui se passe avec les gérants de Russie qui ont, je le répète, de plus en plus de capacités et de meilleures capacités pour faire face à pratiquement n'importe quelle circonstance au niveau militaire. Sur ce point, l'OTAN perd beaucoup de points. Eh bien, en théorie, c'est l'Ukraine, mais en fin de compte, les acheteurs d'armes américaines devraient être assez inquiets. Peut-être qu'ils devraient reconsidérer à qui ils achètent la prochaine fois.